différentes conséquences et les conséquences sont catastrophiques pour la France comme pour l'Europe dans sa globalité. Et je crois que ça l'est déjà à court terme, on l'a senti, il y a eu un impact à court terme sur notamment la flambée des prix de l'énergie. Ça, c'est ce qui touche finalement la population européenne et ça a été le premier impact. Les premières victimes en sont finalement les peuples européens, puisque les 13 sanctions qui ont été votées par l'Union européenne, notamment sous la pression des États-Unis, l'interdiction d'importer du gaz par les pays européens de manière extrêmement brutale, sans anticipation, de manière immédiate, par des pays européens qui n'ont aucune souveraineté, aucune indépendance, la France par exemple, eh bien, a fait que les prix de l'énergie ont flambé, ce plus qu'à l'électricité. L'électricité en France vient encore de progresser, les prix viennent de progresser de 10%, et c'est l'électricité la plus chère d'Europe. Le gaz a progressé, le carburant, et puis bien sûr les produits agroalimentaires, puisqu'il y a aussi sur les matières premières agricoles aussi un certain nombre d'impacts. Donc ça, c'est les premières conséquences à court terme que nous avons su maîtriser, que nous avons su finalement réguler, et qui font que les peuples européens ont été les premières victimes. Et puis elle a une responsabilité, enfin une conséquence à long terme, c'est l'enlisement, bien sûr, de ce conflit qui fait que ça va nuire, bien sûr, à la fois à la sécurité de l'Europe, et ça peut nuire aussi à la prospérité de l'Europe, parce que vous êtes en conflit aux portes, aux frontières de l'Europe. Quand vous investissez autant de milliards dans un conflit comme celui-là, bien évidemment, vous mettez en cause et vous fragilisez votre sécurité, également le développement économique et la prospérité de votre territoire. Les États-Unis ont toujours déjà créé de l'ingérence hors de ses frontières. Avec Donald Trump, il faut reconnaître que sous le quinquennat ou sous les 4 années de mandat de Donald Trump, aucun conflit ne s'était déclenché. Sous Biden, beaucoup de situations conflictuelles sont déclenchées. Et Biden est quand même un spécialiste et un expert des conflits en Europe. Hein. Il était déjà à l'origine des bombardements en Serbie qui sont déroulés à Belgrade en 1999. Biden déjà était à la manœuvre. Hein. Il n'avait pas un rôle qui est celui qu'il a aujourd'hui, mais il avait déjà un rôle de booster et d'influenceur déjà. On sait qu'il avait des influences aussi et des intérêts économiques avec son fils en Ukraine. Alors je ne veux pas dire que tout passe par Biden, mais les États-Unis, en revanche, ont l'habitude d'essayer de déstabiliser l'Europe. C'est leur intérêt que l'Union européenne ne se fasse pas. C'est leur intérêt que la grande Europe ne se fasse pas. Ils l'ont prouvé dans le passé avec l'ex-Yougoslavie, et ils le prouvent à nouveau avec l'Ukraine, parce qu'ils n'ont rien fait pour essayer d'éteindre les cendres, pour essayer d'éteindre les flammes, pardon. Au contraire, ils boostent en quelque sorte ce conflit, et ceci est catastrophique bien évidemment dans les conséquences pour l'Union européenne. Je crois que les accords de Minsk sont à l'origine une raison, hein, les accords de Minsk qui devaient normalement essayer de faire évoluer la région, notamment du Donbass, vers un système autonome. Enfin, il devait y avoir au moins une voie référendaire qui devait soumettre cette hypothèse-là au peuple concerné. Ces accords de Minsk, ils avaient été signés pour justement apaiser la situation dans cette région de l'Europe. Ils n'ont pas été respectés dans l'accomplissement, dans l'exécution, ni par Angela Merkel, ni par François Hollande et Nicolas Sarkozy, ni par les États-Unis d'ailleurs. Donc il y a l'instabilité des États-Unis, l'instabilité de l'Union européenne, bien évidemment. Il y a, et je suis convaincu que si on avait fait respecter ces accords de Minsk, je suis convaincu que l'exaspération de Vladimir Poutine, dont il faut reconnaître aussi la culpabilité, parce que nous avons toujours pointé du doigt au Assemblée nationale la responsabilité aussi de Vladimir Poutine d'avoir envahi l'Ukraine comme il l'a fait, à la fois dans la forme comme dans le fond, de ne pas avoir respecté cette souveraineté aussi ukrainienne. Donc, nous restons lucides dans cette analyse. La responsabilité, mais les États-Unis comme l'Union européenne en ont une également, et elle se poursuit, parce que les trains de sanctions ne servent à rien. On voit bien. Les sanctions ne servent à rien, sauf à impacter les peuples européens quand ça n'est que l'Europe, parce que d'autres pays, au-delà de l'Europe, ont été également touchés. Ça ne sert à rien, ça flatte les égos des uns et des autres. Et comme Mme von der Leyen dit que la seule solution pour régler ce problème de conflit est la solution militaire, c'est extrêmement dangereux de la part d'une femme
qui n'a jamais été élu, qui a été nommé et qui se permet aujourd'hui de prendre des décisions aussi importantes ou d'exprimer des déclarations aussi graves que celle-là, alors que nous sommes à quelques kilomètres de ce conflit russo-ukrainien. Juste avant de vous répondre là-dessus, la volonté politique que nous affichons, c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette crise. Cela fait maintenant près de 18 mois que le conflit s'est déclenché. Et la seule solution, elle n'est pas militaire, comme le dit Mme von der Leyen. Ça n'est pas la guerre, ça n'est pas d'armer et d'envoyer des chars en Ukraine. Je crois que tout ceci contribue au développement de la guerre. La seule solution, c'est la solution de paix. Marine Le Pen avait sagement recommandé et appelé une grande conférence de la paix dans le monde. Autour de la table, on peut y mettre un certain nombre de pays. La Chine pourrait être un candidat, mais d'autres pays bien plus neutres. La Serbie, que je connais bien, puisque c'est un pays qui est géographiquement assez proche de la Russie, qui est à la fois candidat, ce pays, pour entrer dans l'Union européenne, mais à la fois historiquement assez proche aussi de la Russie, pour être dans sa neutralité, dans son histoire aussi, un acteur de l'apaisement et de la négociation, mais encore beaucoup d'autres pays en Afrique ou autre part qui pourraient demain se mettre autour de la table pour essayer bien sûr de trouver une solution, car il y a toujours une solution à un problème. Il y a toujours une solution. Il suffit simplement à un moment que chacun fasse des concessions. Quand on est en guerre comme cela, eh bien, on avance l'un face à l'autre et on se fait la guerre en effet. Je crois que la France aurait dû jouer un rôle, la France aurait dû rayonner, elle aurait dû sortir de cette influence au sein de l'Union européenne, elle aurait dû être peut-être aussi le pays leader pour essayer de négocier et de trouver des solutions, et non pas de faire de la communication en dévoilant les enregistrements des conversations entre Poutine et Macron, ce qui était absolument humiliant pour Vladimir Poutine et absolument ridicule de la part d'Emmanuel Macron. Maintenant, pour répondre à votre question concernant le Sud global, je crois que la guerre en Ukraine, c'est le dernier de leurs soucis. Ils ne sont pas du tout impactés. Et c'est le dernier de leurs soucis. D'ailleurs, 15% seulement de la population mondiale applique les sanctions qui sont dressées contre la Russie. 15% de la population mondiale, d'ailleurs, population mondiale issue du G7, majoritairement. Moi, je voyage beaucoup parce que je suis membre de la Commission Affaires étrangères. J'ai été, par exemple, au Sénégal. J'ai été en Gambie. J'ai été au Mozambique, rencontré dans la délégation Afrique, Caraïbes, Pacifique. J'étais en Égypte également, qui ne suit pas les sanctions dressées par l'Union européenne. Ces pays-là sont extrêmement loin du conflit. Ça ne les regarde pas, ils ne veulent pas s'en mêler. Ils estiment que la Russie est un acteur, un interlocuteur du monde, comme d'autres le sont. Et l'attraction de BRICS, du BRICS, qui est en train aujourd'hui de continuer à se développer, cette attraction-là fait qu'aujourd'hui, en effet, ce conflit en Ukraine est le dernier souci en effet des autres pays, et l'Union européenne, avec une obsession grave et dangereuse, continue à s'obstiner à choisir la solution de guerre, la solution militaire. Je crois qu'on va dans le mur, tous on va dans le mur, ça n'est pas l'intérêt de nos pays, de notre avenir, ni l'intérêt de nos peuples de nous enliser dans cette guerre. Au contraire, ce n'est pas la guerre froide qu'il nous faut, parce que la guerre froide, c'est 50 ans de problèmes à venir. Je crois qu'il faut vite trouver une solution, et ça passe par la négociation. Sortir de l'Union européenne, non. Changer l'Union européenne, oui. Pour voyager aussi, beaucoup. Il y a un vent patriote qui est en train de se lever. On l'a vu en Italie, mais on le voit au Danemark, on le voit en Belgique, on le voit en Allemagne, on le voit en Autriche, on le voit dans certains pays de l'Est, bien sûr. On l'a vu en Espagne, même si l'élection législative dernière a été un peu décevante, mais il se passe quelque chose. Un peu partout en Europe, en effet, il y a un vent patriote qui se lève. Les gens adhèrent à l'idée d'une Union européenne, mais ils ne veulent pas une Union européenne comme celle-là. Ils ne veulent pas une Union européenne qui ronge les nations et qui moule tout le monde dans le même moule, justement. Ce que nous souhaitons, c'est une Europe des nations, une Europe des grandes nations libres et souveraines. Nous estimons que la politique de la défense, par exemple, doit rester une compétence des pays, que la compétence, bien sûr, de la politique internationale doit rester aussi une compétence des nations. Voilà. Toutes ces missions, toutes ces compétences régaliennes, elles doivent rester la propriété, bien sûr, de nos pays. En revanche, nous pouvons nous allier pour des raisons économiques,
pour des raisons industrielles, pour des raisons techniques. On l'a vu, Ariane, la fusée Ariane a été un jour, par exemple, un projet européen. Je crois que sur des projets comme cela, on peut s'entendre, on peut être beaucoup plus fort entre la Chine, entre les États-Unis, mais nous ne privilégions pas la sortie de l'Union européenne. Nous voulons essayer de la changer de l'intérieur. Et les élections européennes de juin 2024 seront peut-être l'opportunité, si l'Europe et les peuples se réveillent, de pouvoir changer l'Union européenne de l'intérieur. Que l'Ukraine soit prête, certainement pas. Que l'Union européenne et que Mme von der Leyen et ceux qui l'entourent souhaitent que l'Ukraine intègre l'Union européenne, ça me, bien évidemment, ça n'est pas une surprise. Et ceci nous scandalise parce que d'une part, nous sommes contre l'élargissement aujourd'hui de l'Union européenne, c'est donc à 27 pays, et nous n'avons déjà pas eu le temps de digérer l'élargissement des pays de l'Est ces dernières années, qu'aujourd'hui, demander à des pays comme le Kosovo, à la Macédoine du Nord, d'intégrer l'Union européenne de manière aussi rapide, ça nous semble délicat. Nous estimons qu'il y a des risques pour la sécurité de l'Europe, qu'il y a des risques en termes d'immigration, qu'il y a des risques en termes de trafic de drogue, qu'il y a des risques en termes de corruption. Ça, c'est notre avis déjà sur l'élargissement de l'Europe. Ensuite, quant à l'Ukraine, être candidate, alors que c'est aussi un peu la reine de la corruption, être candidate tout simplement pour parce qu'elle est aujourd'hui dans ce conflit avec la Russie, eh bien, nous sommes bien évidemment opposés à cela. Qu'elle soit bientôt, qu'elle ait le statut de candidate, cela ne me surprendrait pas d'avoir la von der Leyen avant la fin de ce mandat, que l'Ukraine accède à ce statut-là. Mais il n'y a pas de système, vous l'avez dit, de sécurité sans y inclure durablement la Russie. Donc il y a un conflit, très bien, il faut que ce conflit se règle. Donc voilà pourquoi la voie de la négociation, elle est impérative. Sinon, on va s'enliser dans une guerre et on y perdra nos plumes, les uns les autres. Je vais parler des impacts économiques, des impacts de pouvoir d'achat pour les Français notamment, mais on y perdra aussi, on y subira des problèmes d'insécurité, bien évidemment, à terme. Donc il faut trouver la solution. Et je le disais, cette conférence de la paix, c'était une voie, c'était une solution possible, et la France doit jouer son rôle là-dedans. La France ne doit pas être soumise aux diktats de Bruxelles, ne doit pas être soumise à ce que Mme von der Leyen et à ce que ses sbires souhaitent. La France doit prendre là-dessus son envol et doit être leader pour calmer, pour apaiser les choses et pour retrouver la voie du dialogue avec Vladimir Poutine. Si on ne trouve pas le dialogue avec Vladimir Poutine, on ne trouvera pas la solution de la paix. Voilà, ça s'appelle la négociation. Moi, j'ai négocié dans des grandes entreprises françaises ou étrangères. Eh bien, ça s'appelle le win-win, la négociation. Eh bien, voilà. Eh bien, il faut trouver les concessions nécessaires qui permettent de sortir de ce conflit. La France doit être un acteur, doit rayonner, elle ne rayonne plus. On le voit en Afrique, elle ne rayonne plus dans le monde entier d'ailleurs. Il faut qu'elle retrouve sa place et son rayonnement, et ça passe par la présidence de la République, ça passe par Emmanuel Macron. Souhaitons que d'ici la fin de son mandat, eh bien, il trouve les capacités et la volonté aussi politique de jouer un rôle dans la sortie de cette crise.